Avant d'en venir au contenu de la présente vidéo, nous souhaiterions faire quelques remarques, mais tout d'abord, vous adresser une demande. Comme vous pouvez le constater, nous avons un nombre d'abonnés et un nombre de vues qui demeure assez faible, malgré quelques progrès ces derniers temps. Alors comme vous le savez, l'algorithme de YouTube tient compte du nombre d'abonnés ainsi que du nombre de vues pour améliorer ou non le référencement d'une chaîne. Nous vivons dans un monde où les chaînes qui se consacrent à expliquer comment épiler de gros culs poilus ou comment s'habiller, se maquiller pour avoir l'air de la plus grosse poufiasse de la ville font des audiences quasiment hollywoodiennes. La chaîne Barricade nord-africaine est une chaîne de combat, de défense de l'Afrique du Nord en général et de la communauté nord-africaine en France et en Europe en particulier. Ce combat se porte sur l'ensemble des terrains politiques, historiques, philosophiques, culturels ou encore religieux. Or, il faut bien le constater, peu de gens sont en mesure pour le moment de participer à ce combat de façon déterminée et compétente. Et pourtant, la tempête approche et il est temps de s'y préparer. C'est pourquoi nous vous demandons de nous soutenir si vous approuvez, au moins pour l'essentiel, notre démarche en vous abonnant, en laissant des likes et en partageant nos vidéos autant que vous le pourrez. Merci. Shukran jazilan. Tanmilt. Nous passons maintenant à une remarque à propos du pitoyable couillon d'extrême droite Rissen. Dans notre dernière vidéo, nous avons examiné et très facilement réfuté ce stupide nazi. Mais le voilà qui récidive en pleurnichant contre le mauvais esprit des Nord-Africains qui refuseraient la critique, tout comme les Juifs, a-t-il ajouté. Nous savons avec certitude que Rissen a vu les 2 vidéos que nous lui avons consacrées, et en particulier la dernière. Par conséquent, cette crapule a fait comme si nous ne l'avions pas réfuté point par point, en gros et en détail. Rissen et ses amis sont en train de glisser de leur antisémitisme fanatique vers une position rigoureusement néo-OAS, c'est-à-dire anti-algérienne et anti-nord-africaine. C'est le prix à payer pour être adoubé par le gourou et chef de la néo-OAS, à savoir Éric Zemmour. On a pu entendre Rissen et d'autres comme lui faire allégeance à cet escroc à plusieurs reprises ces derniers mois. Tout cela est finalement une bonne chose, car cela nous permet d'avoir une vue plus précise du champ de bataille. Bien, alors nous allons commencer maintenant notre vidéo avec l'événement qui s'est produit récemment, qui est le débat organisé par le gouvernement sur la question de l'immigration. Comme vous le savez, dès que ces gens ne savent plus trop quoi faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un débat sur l'immigration ou bien sur le code de la nationalité, enfin bon, toujours le même cinéma. Ils ont donc organisé un débat, c'est un débat qui s'est produit à l'Assemblée nationale, où il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire rien du tout, puisque le gouvernement, au final, a expliqué qu'il était prêt à discuter de tout, mais qu'il ne changerait rien. Bon, comme ça, les choses sont claires. Il ne touchera à rien, c'est-à-dire il ne touchera pas à ce qu'il appelle le droit d'asile. C'était une arnaque complète. Et deuxièmement, il ne touchera pas non plus au regroupement familial. Or, ces 2 aspects de l'immigration en France sont quasiment l'essentiel du mouvement migratoire. Hein, pas complètement, hein. Enfin, c'est une part très très importante. Voilà. D'ailleurs, le regroupement familial qui a été considérablement élargi l'année dernière par la première loi qu'avaient fait Macron et Édouard Philippe, son Premier ministre, c'était une loi qui disait que, à propos du regroupement familial, qui élargissait le droit. Avant, il était réservé aux proches, hein, mari, femme, enfant en direct.
Il a été élargi, par exemple, aux fratries. Vous imaginez le truc? Élargi aux fratries. Donc, le regroupement familial porte aussi sur ton frère. Et bon, et par extension, et puis aller vérifier qui est le fratrie. Hein. Franchement. Bon, enfin bref. Ils le savent tout ça. Hein, pas non plus les prendre plus crétins qu'ils ne sont. Mais, précisément, leur but étant de continuer la progression d'immigration. Ça, c'est leur but. Bon. Il y a donc eu débat à l'Assemblée nationale où on s'est retrouvé toujours avec à peu près les mêmes histoires. C'est-à-dire que les immigrationnistes les plus fous, considérant que c'est intolérable de penser même à restreindre quoi que ce soit, hein, eux, ils veulent un transfert de quelques milliards de gens, quoi. Sinon, ils sont pas contents. Et de l'autre côté, alors, ça correspond grosso modo à la gauche. Hein, bon, France Insoumise, au PS, enfin ce qui reste du PS, et du prétendu PC. Bon. Ces gens-là, étant des immigrationnistes fanatiques, considèrent que c'est pas assez ouvert. Même s'il faudrait faire une nuance avec la France Insoumise, puisqu'on sait que il y a quand même une partie de cette organisation qui considère tout de même que l'immigration doit être considérée maintenant sur des bases tout à fait autres que l'immigrationnisme. Bien, mais c'est pas vraiment réglé au sein de France Insoumise. Puis il y a la droite, l'extrême droite, bon, le Front National, Rassemblement National, et la droite, comme on dit classique, c'est-à-dire LR. Bon, ils ont ramassé le néo-OS quasiment. Bien. Alors ceux-là sont allés, ont expliqué que non, c'était absolument laxiste, qu'il fallait mettre fin immédiatement à l'immigration. C'est ce qu'a soutenu le dénommé Larrivée, dont nous avions déjà parlé dans une vidéo précédente. Hein. Bon, c'est une espèce de crétin qui fait du Front National, mais sans s'appeler Front National. Mais c'est totalement néo-AS. Bon. Et lui, donc, il veut tout interdire, il veut arrêter immigration zéro, etc. Bon, ben, le seul souci, c'est de leur expliquer que ils auraient pu le faire depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est-à-dire 30 ans, 40 ans. Ils auraient pu tenter un petit truc. En réalité, notre monsieur Larrivée, on sait très bien quelle immigration il veut arrêter. Hein. C'est l'immigration nord-africaine. C'est la seule qui m'intéresse. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait maintenant commence à devenir un détail dans l'ensemble de l'immigration, des mouvements migratoires en France. Donc ce sujet a été abordé de façon tout à fait stupide. Par exemple, ils ont essayé de discuter de l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale pour les étrangers. Et essentiellement les réfugiés d'ailleurs. Hein. Or, si vous regardez les statistiques s'agissant des réfugiés, vous verrez qu'il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de Marocains, il n'y a pas de Tunisiens. L'essentiel des flux des réfugiés, hein, ce sont les Géorgiens, qui est une république du Caucase, les Albanais, qui est un pays dans l'Europe, dans les Balkans, qui demande à rentrer dans l'Union européenne. C'est ensuite les Guinéens. Ensuite, ou plutôt avant, les Afghans. Bon, là, on voit les raisons. Et ça fait des années que ça dure. Voilà. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de Nord-Africains dans le lot. Bon, ça c'est pour la question des réfugiés. Or, l'AME est surtout, pas exclusivement, mais enfin, surtout consacrée aux réfugiés. Eh bien, ils ont trouvé le moyen, par exemple à la télévision, de faire soi-disant des reportages sur l'AME. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour témoigner de ce que c'était que l'AME? Ils ont trouvé un Algérien. Encore une fois, les Algériens ne sont pas concernés par la question des réfugiés. Ni les Marocains, ni les Tunisiens. Il y a quelques Libyens, mais très peu en réalité. Bon. Voilà. Tout ça pour dire qu'il fallait, comme toujours avec eux, retomber sur leur sujet préféré, c'est-à-dire les Nord-Africains. Bon. Finalement, c'est un débat qui n'a mené nulle part. Ils sont arrivés à rien. Ils n'arriveront à rien. Parce que, bien évidemment,
revenir sur les questions migratoires, admettons que même quelqu'un veuille un gouvernement, demain, veuille réellement le faire, eh bien, il sera obligé de faire un certain nombre de choses. Premièrement, quitter l'Union européenne. Ça, c'est le minimum. Hein. Deuxièmement, dénoncer tous les accords internationaux, toutes les conventions internationales auxquelles la France a souscrit ces dernières années. Troisièmement, il faudra dénoncer tous les accords bilatéraux qui lient la France avec toutes sortes d'États. Et encore d'autres choses. Bien. Franchement, qui va le faire? Regardez ce qui s'est passé en Italie avec Salvini. Salvini, il a touché à rien du tout. Il s'est fait ridiculiser, c'est tout. Ridiculisé par les organisateurs des bateaux, là, qui allaient chercher les réfugiés directement sur la côte libyenne, et qui les ramenaient en Italie. Et lorsque même il essayait de les empêcher de débarquer, il faisait un peu de cirque, c'est la justice italienne qui donnait raison aux arrivants. Et pourquoi cela? Mais tout simplement parce que l'Italie est liée par un certain nombre d'accords, notamment déjà les obligations européennes, qui font qu'il y a impossibilité totale de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, il n'y a aucune volonté d'y mettre fin. Il faut bien comprendre. Le gouvernement, par exemple en France, c'est un gouvernement qui a bien l'intention, d'abord, de donner satisfaction aux capitalistes, c'est-à-dire à ceux qui en dernière instance commandent en France. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais elle s'est produite l'année dernière, je crois. C'était pendant l'été. Je me souviens plus si c'est cet été-là ou l'été précédent. Mais il y avait eu la Confédération des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration en France, hein, qui avait adressé une lettre au gouvernement français pour lui demander de régulariser d'urgence des milliers et des milliers de clandos. Et vous savez qui travaille dans la restauration en France et dans l'hôtellerie, hein. C'est pas des Noraf. Ouvrez bien vos yeux, ce ne sont pas des Noraf. C'est très simple. Ou bien ce sont des Sri Lankais, ou bien ce sont des Bangladeshis, ou alors des Africains subsahariens. Point à la ligne. Ça, c'est 95% du personnel. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous allez dans Paris, par exemple, allez là où il y a des bars à chicha. Regardez qui prépare les chichas. C'est pas des rebeux, hein. Faites l'expérience, hein. Promenez-vous, vous allez voir. Alors, je parle de Paris, la région parisienne. J'ignore ce qui se passe à Lyon, à Marseille, à Tourcoing ou là, à Boulogne, je ne sais pas. Mais à Paris, dans la région parisienne, c'est clair. Même dans des endroits pareils, par exemple des bars à chicha, ceux qui préparent les chichas, qui les lavent, etc., ce sont des Bangladeshis ou des Blacks. Voilà la réalité. Bon, je pourrais vous donner 1000 exemples. Pour ceux qui ne les ont pas encore repérés, c'est facile, hein, il suffit de se promener un peu dans les rues. Alors, eh bien, maintenant, nous allons parler du deuxième événement qui est concomitant au premier, c'est-à-dire le débat gouvernemental sur l'immigration. Il se trouve qu'il y a eu une convention, dite convention de la droite, organisée par Madame Maréchal, ex-Le Pen, j'ai oublié son prénom, et où étaient présents en particulier comme vedette Zemmour, Éric Zemmour, ou Zemmour, Zitoun, Éric Zitoun, donc qui était là et qui est venu faire son petit cirque. Il y avait également le philosophe médiatique Raphaël Enthoven. Je le cite là parce que je vous dirai pourquoi ensuite. Donc, Zemmour est venu, il a fait son cinéma, et qu'est-ce que ça a été? Ça a été un déchaînement de 40 minutes d'injures, d'appel au meurtre, je veux dire, il faut parler français. D'appel au meurtre contre qui? Contre les rebeux. Hein? Alors évidemment, il ne dit pas il faut buter les Nord-Africains, ils disent pas ça comme ça.
des musulmans. Les musulmans. Bon. Nous verrons ensuite, ce que nous avons déjà expliqué un million de fois ici, pourquoi musulman est un mot codé qui désigne les Nord-Africains et personne d'autre. Bien. Alors donc il a fait son discours, et ce discours, en plus d'être absolument délirant, a été diffusé en direct sur la chaîne continue LCI. La chaîne LCI, c'est une filiale de TF1, donc c'est pas rien. Et ça a été diffusé en direct. Bien. Après coup, c'est-à-dire après la diffusion et le mini-scandale, il y a eu des protestations, notamment au sein de la chaîne LCI, où la société des journalistes, les journalistes sont réunis en société, ils appellent ça des sociétés de rédaction, sont réunis pour protester contre la direction qui avait pris la décision de diffuser en direct la totalité du discours de Zemmour. Bien. Pas seulement de Zemmour d'ailleurs, mais d'abord de Zemmour. Il y a eu ensuite toutes sortes d'émissions, de machins, où tout à coup, toutes sortes d'escrocs, de menteurs, ont fait semblant de découvrir que Zemmour tenait des propos excessifs, violents, que c'était un appel à la guerre civile à peine déguisé. Mais c'est incroyable. Mais qui ne sait pas que Zemmour tient ce discours depuis des années? Un ramassis, ou bien c'est des gros cons et des connasses, ou bien c'est des abrutis, ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas couramment le français. Ils ne comprennent pas ce que Zemmour dit. Évidemment que c'est un appel au meurtre. Évidemment que c'est un appel à la guerre civile, mais ça dure depuis des années. Bien. Alors, il y a eu toutes sortes de débats foireux sur est-ce qu'on peut continuer comme ça, donner la parole à Zemmour ou pas lui donner, etc. On s'en fout. Puisque de toute façon, vous l'avez fait, ça fait 10 ans que ça dure. Lui et d'autres en réalité. Ça fait 10 ans que ça dure. Alors, ça a été l'occasion aussi d'entendre quelques défenses de Zemmour. En particulier celle de cet abruti de Michel Onfray. Tout le monde est là en train de dire il faut qu'on cherche une bonne occasion de l'envoyer au tribunal une fois de plus, et on y va, incitation à la haine raciale, etc., etc. Moi, j'ai rencontré Mohamed Sifawi qui a dit des choses, qui a écrit un bouquin contre Zemmour, si je me souviens bien, et qui a dit des choses qui sont des choses que dit Éric Zemmour aujourd'hui. Simplement, si Éric Zemmour le dit, on va dire incitation à la haine raciale. Si c'est Mohamed Sifawi qui le dit, on va dire une lecture lucide et républicaine de l'état des lieux tel que ça se passe aujourd'hui. Donc il y a aussi un délit de sale gueule sur Zemmour. Ce sont toujours les mêmes qui ont le droit de dire des sottises, et pourvu que ce soit des sottises de gauche, pourvu que ce soit des sottises marxistes. Est-ce que Alain Badiou est allé au tribunal, par exemple? Alors vous venez d'entendre cet extrait de Monsieur Michel Onfray, dans lequel notre philosophe de pacotille prend la défense de Zemmour. Mais alors, il faut rappeler cette chose à propos de ce Michel Onfray, qui est vraiment une sous-merde. Genre, il n'est pas plus philosophe que Zemmour est historien, ou que Macron est intelligent. Non, c'est des conneries. Cet Onfray prend la défense de Zemmour. Il dit au nom de la liberté d'expression. Dans l'absolu, pourquoi pas, c'est pas, ça se tient. Le problème, c'est qui cet Onfray? C'est un type qui, premièrement, à l'époque où, par exemple, le professeur Forisson était persécuté. Attention, il était persécuté, ce qui est un fait. Il a été agressé physiquement et plusieurs fois. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que, disant cela, de quelque manière que ce soit, nous partageons le point de vue de Forisson sur la question de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. On parle pas de ça. Juste, s'il y a un type qui a été persécuté réellement, c'est bien Forisson. Eh bien, pourquoi on n'a pas entendu cette espèce de tordure de Michel Onfray prendre la défense du professeur Forisson? Non. Ah, donc il y en a qui ont le droit à la parole, ils ont le droit à la liberté d'expression quand ils insultent les bougnoules. Ça, c'est
c'est solide, on recule pas devant les tabous, on recule pas devant la vérité. Mais quand c'est Forisson, non, là, non, c'est un peu chiant. Ouais, la liberté, bof, pas tous les jours quand même. Pas à toutes les heures non plus. Mais, Onfray avait fait pire que ça. C'est que, vous vous souvenez au moment du... comment ça s'appelle, Valls voulait persécuter Dieudonné. Vous vous souvenez de ça? Quelques années. Manu la Tremblote. Valls. Eh bien, ce même Onfray avait déclaré à la radio que il ne verrait pas d'inconvénient si les services secrets s'occupaient de Dieudonné. Ça veut dire quoi en français courant? Qu'est-ce que font les services secrets quand ils s'occupent de quelqu'un? Ben, tout simplement, ce sont des liquidations physiques, bien évidemment. Donc, cet Onfray, cette sous-merde, voulait que les services secrets, c'est-à-dire l'État français, liquident physiquement Dieudonné. Donc Dieudonné, non. Forisson, non. Des milliers d'autres, non. Zemmour, oui. Onfray, fumier, va. Bien. Alors, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire, c'est pas l'islam qui est visé par Zemmour et pas les autres. Ce sont bien les Nord-Africains. Et il arrive parfois que même des journalistes qui en général ne sont pas très perspicaces ni très amis de la vérité, mais enfin, il peut arriver parfois que certains d'entre eux fassent preuve d'un peu d'intelligence. Et c'est le cas notamment, là pour le coup, du dénommé Michel Apathy. Et Michel Apathy, dans une émission, commentant cette histoire de Zemmour, a bien fait remarquer que, en réalité, quand on parlait d'islam, etc., en fait, on parlait de ce qu'il appelle, lui, les Arabes. Bon, on va pas lui demander non plus d'être plus précis que ça, hein, de connaître l'Afrique du Nord. Et les populations nord-africaines, c'est quand même très largement au-dessus de leur capacité. Mais enfin, il a quand même compris que l'islam, ce n'est qu'un mot de code. Hein. Et donc, nous allons écouter notre ami Apathy. Il y a 2 poids 2 mesures dans la société. Un discours antisémite est sanctionné, un discours anti-arabe ne l'est pas. Et on est devant cette contradiction. Donc, comme vous voulez l'entendre, ce Michel Apathy fait preuve d'un peu de lucidité, pour une fois. Mais alors, on peut rajouter également d'autres éléments. Par exemple, dans la même réunion sur la convention de la droite, je ne sais pas si c'est avant ou après le passage de Zemmour, il y a eu l'intervention de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, c'est un philosophe, bon, ce qu'ils appellent un philosophe aujourd'hui. C'est donc quelqu'un qui cause de philosophie plutôt, avec plus ou moins de compétences, comme Onfray, hein. Onfray n'est rien du tout, hein. Onfray est un imposteur. Ah, on parle souvent de Bernard-Henri Lévy. Franchement, je pense que Bernard-Henri Lévy fait un peu plus de philosophie que Onfray. Hein. Onfray est vraiment une arnaque. Hein. Bien. Dans cette réunion, dis-je, il y a eu l'intervention de Monsieur Enthoven. Et à un moment, comme nous allons vous le montrer, bon, il se fait siffler, etc., parce qu'il est là sur des bases, disons, qui se voudraient être raisonnables, donc hostile au point de vue d'extrême droite. Et à un moment, dans la salle, quelqu'un lui dit « Retourne en Algérie !» Retourne en Algérie. Ah, on va vous faire écouter ça. Retourne en Algérie ! Donc, avec un peu de patience et un peu de sens d'observation, il est facile d'écarter les interprétations erronées pour enfin se concentrer sur celles qui sont sérieuses. Zemmour, encore une fois, n'est pas là pour parler de l'islam en général, dont il n'a rien à cirer, mais c'est bien les Nord-Africains, comme toute l'extrême droite, comme d'ailleurs au-delà de l'extrême droite, tout ce que nous appelons ici la néo-OAS. Voilà. Voilà pour le cas Zemmour. D'ailleurs, c'est très simple. Hein.
Il suffit d'y réfléchir 2 secondes. Si l'islam en France était représenté par les seuls Bangladeshis ou les Comoriens, qui s'intéresserait à l'islam, pardon? Mais personne, bien sûr. Si en revanche, par exemple, les Nord-Africains, pour une raison tout à fait incongrue, décidaient demain matin de se convertir à la religion de Raël, devenaient tous raéliens, eh ben je vous le dis tout de suite, l'islam, plus personne ne vous parlera d'islam, mais tout le monde commencera à parler du danger du raélisme. C'est direct. L'islam, c'est juste, comme on dit en arabe, c'est bas. C'est juste le prétexte. Voilà. Oui, une petite dernière remarque tout de même. J'ai entendu une espèce d'abruti sur lequel nous reviendrons un de ces jours, lui et quelques autres, qui est aldostérone, pardon. Aldostérone. Qui a regretté, dans une vidéo, a regretté de ne pas avoir été invité à ce forum d'extrême droite, anti-rebeu, anti-nord-africain. Parce que nous ne reprochons pas à Aldostérone et à quelque chose d'autre comme lui de critiquer s'ils veulent l'islam, c'est pas le problème. Nous leur reprochons d'être des harkis, des néo-harkis, ce qui est tout à fait autre chose. Que tu critiques la religion parce que tu trouves elle est trop comme ci, trop comme ça, admettons. À la limite, ça peut se discuter. Mais qu'un type décide de se rallier à l'extrême droite contre les rebeux, contre les Nord-Africains, celui-là mérite que des crachats. Aldostérone, c'est vraiment un néo-harki. Il faut avoir ça en tête. Nous y reviendrons une autre fois. Alors après ce débat sur l'immigration par le gouvernement, puis ensuite cette convention de la droite, comme par hasard, se produit l'attentat à la préfecture de police de Paris, où un type en a assassiné 4 autres, au sein même de la préfecture de police. Bien. Alors ce garçon, ce monsieur qui a été abattu dans les locaux de la préfecture, s'appelait monsieur Michael Harpon. C'était un Antillais qui était salarié dans cet établissement depuis déjà plus de 15 ans, qui était également atteint d'un handicap assez rude tout de même, puisqu'il était très sourd, et qui avait été recruté après un concours de niveau C, c'est-à-dire en bas de l'échelle des fonctionnaires. Voilà. Et ce monsieur s'était converti, semble-t-il, à l'islam il y a une dizaine d'années. Puis, il aurait, selon la version qu'on nous sert là, il se serait radicalisé récemment. Bien. Jusque-là, bon, pourquoi pas. On a commencé donc à nous parler de l'islam. L'islam terroriste, les radicalisés, les déradicalisés, les loups solitaires, enfin tout le cirque habituel. Mais comme d'habitude, pour quiconque est un peu attentif, on a pu voir le passage de musulmans musulmans en général, c'est-à-dire sans détermination particulière, c'est un Antillais, bon, ça correspond pas exactement à ce qu'il voudrait, eh bien, on l'a vite recadré et vite ramené à sa réalité. Enfin, ce qu'ils pensent être la réalité de l'islam, c'est-à-dire nord-africain. Comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé par expliquer qu'ils s'étaient radicalisés récemment, parce que lorsqu'il allait à la mosquée de Georges Légonesse, je crois, il mettait une djellaba. Il mettait une djellaba. Donc, pour ces abrutis, le costume de base d'un Nord-Africain, déjà, c'est la djellaba. Ils ne peuvent pas se représenter
Par exemple, un musulman malais, indonésien, hindou, enfin quand je dis hindou, d'Inde plutôt, un musulman subsaharien, etc. Apparemment, ou afghan, ils sont tous habillés en djellaba. On n'a pas le droit de rentrer dans une mosquée s'il n'y a pas la djellaba. Donc, Monsieur Harpon était de plus en plus excité, de plus en plus dangereux, parce qu'il avait mis une djellaba. Est-ce que le détail est vrai ou pas? Invérifiable, hein. C'est ce qu'ils racontent eux. Mais en tout cas, ils l'ont mis là pour le bougnouliser. Antillais, non, petit punch, tout ça. Doudou, il est malade. Doudou, il va danser. Non, 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 il faut le bougnouliser. Donc, il a mis la djellaba. Mais bon, c'est pas assez. C'était pas assez. Et donc, ils ont cherché, et puis tout à coup, ils ont découvert que il s'était marié récemment avec qui? Avec une musulmane, d'accord? Mais quoi comme musulmane? Ah, Sri Lanka, je sais pas quoi, Bangladeshi ou indonésienne, tout ça. Non, c'est pas intéressant. Non, oulala, alléluia. Michael est de retour, alléluia. Ils ont trouvé que sa femme est une nord-africaine. Et alors là, ça a été la fête, parce que on a pu les entendre expliquer sur BFM TV, sur CNews, enfin sur toutes les radios et télé où toute cette merde de propagande se donne rendez-vous. Ils ont pu expliquer que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de la hiérarchie et des autorités. Parce que, évidemment, pour que ça devienne vraiment dangereux, pour avoir le signe qu'il allait passer à l'acte, qu'il allait commettre un crime très grave, il y avait la djellaba et la femme rebeu. Voilà. Bon. Pour ceux qui ne croient toujours pas que c'est pas l'islam qui est visé, c'est bien nord-africain. C'est bien les nord-africains qui sont visés. Et si le gars n'est pas nord-africain, on se chargera de le nord-africaniser. Très rapidement. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé avec le fameux Koulibaly. Celui qui avait attaqué l'hypercachère en 2015. Hein, juste après l'attaque par les frères Kouachi de Charlie Hebdo. Koulibaly, il avait été radicalisé en prison, mais par qui? Par les rebeux. Et il avait fini par sombrer complètement dans le fanatisme. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé une rebeu, qui a disparu depuis, qui s'appelait, je crois, je ne sais plus son prénom, mais son nom de famille, c'était Boumedienne. En plus, Boumedienne. Elle s'appelait Boumedienne, la vie. Imaginez. Le gars, il avait tiré le gros lot, hein. Voilà. Donc, il faut toujours bougnouliser le terroriste, même s'il ne l'est pas lui-même. C'est pas grave, il faut le bougnouliser, pardon. Voilà. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur ce monsieur Harpon, sur le fait qu'on a essayé de le nord-africaniser au maximum pour lui donner une stature de terroriste un peu plus crédible. Parce qu'apparemment, personne ne peut être vraiment un vrai terroriste islamique s'il n'est pas bougnoul. Si c'est pas un nord-af, ça marche pas. Il faut absolument le nord-africaniser, le bougnouliser. Tout est bon, hein. S'il n'y a pas de femmes, s'il n'y a pas de djellaba, ils trouveront des merguez. Il a mangé des merguez. Ils trouveront toujours une histoire. Ça, c'est sûr et certain. Ou il est parti en vacances au bled, ou il aime bien le rail, ou je ne sais pas. Mais ils arrangeront l'affaire à leur sauce. Bien. Mais néanmoins, il n'y a pas que nous autres qui voyons qu'il y a quelque chose de... qui voyons cette manipulation, hein, qui consiste à bougnouliser ce garçon antillais. Il y a un certain nombre de groupes africains, noirs, militants, qui ont fait savoir que pour eux, Harpon n'était pas un terroriste musulman. C'était pas à cause de l'islam qu'il avait agi, mais c'était parce que, en tant que noir, il avait subi du racisme, des préjugés, qu'il avait été, enfin en tout cas, maltraité en tant que noir, pas en tant que musulman. Il se trouve qu'il était musulman, mais c'est pas ce qui l'a poussé à agir. Ce qui l'a poussé à agir, c'est le fait qu'il est noir. Bien.
Et on a pu entendre l'ancien maire de Sarcelles, qui par ailleurs était un ami proche de Strauss-Kahn. Hein? Alors, est-ce qu'il allait dans les mêmes endroits que lui, avec Dodo la Saumure? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était un ami de Strauss-Kahn, c'était l'ancien maire de Sarcelles. Et qu'est-ce que dit M. Pupponi? Eh bien, il dit la chose suivante. Ouvrez, soyez attentifs. Pour. Ça, que penser de Adama Traoré? Alors ça a été un embrasement ce matin politico-médiatique parce qu'une réunion, un rassemblement était organisé à Gonesse en soutien aux terroristes. Là, pour le coup, ça raconte quelque chose de ce qui se passe à Gonesse et ailleurs, en soutien, en disant, en gros, il n'était pas un extrémiste religieux. Est-ce que ça raconte quelque chose du climat ou est-ce que c'est un pauvre coup de com' organisé par Adama Traoré qui avait tenté de se présenter aux dernières élections? Il y a deux choses. Hein. Oui. Il y a à la fois quelqu'un qui se fait de la pub, et il y a de plus en plus maintenant, à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne des gens issus de la diversité, et en particulier des gens de couleur, un discours sur la France et les grophobes. Il n'y a pas un événement où il y a un accident de moto avec la police où un jeune de couleur est concerné. Et le lendemain, il y a une manifestation pour dire « mais les policiers tuent les Noirs, la France est raciste, la France ne nous est pas... » C'est systématique maintenant. Et là, je pense que l'individu a voulu à tout prix récupérer ce drame en disant « encore une fois, on essaye de faire passer les gens de couleur pour des racistes, des terroristes, des assassins. Et c'est pas du tout ça, il était gentil, c'était une crème. » Mais ça, maintenant, c'est systématique. Voilà. Donc, M. Pupponi ne fait que dire ce que nous disons, nous, autrement, sur d'autres bases, pour d'autres objectifs. Mais il est parfaitement conscient qu'il y a des revendications très particulières qui sont celles des Noirs, et que dans le cas qui nous intéresse, là, de ce Michael Harpon, on se trouve confronté à une sorte de pluralité d'interprétations. Il y a ceux qui veulent absolument lui coller l'étiquette de musulman, mais alors, pour que ce soit crédible ou pas devant une bonne partie de l'opinion française, notamment néo-OS, il faut absolument le bougnuliser. Sinon, c'est pas crédible. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de Noirs qui considèrent, eux, que c'est tout à fait anormal qu'on essaie justement de les bougnuliser. Et ils disent non, nous sommes des Noirs. Nous sommes des Noirs. Nous avons des revendications de Noirs. Nous avons beaucoup souffert, nous souffrons beaucoup aujourd'hui. Les Noirs pensent qu'ils sont la communauté qui est la plus persécutée aujourd'hui en France. Voilà. Et donc, quand ils se trouvent devant un Michael Harpon qui se livre à un acte, en effet, tout à fait spectaculaire et terrible, il y a un conflit. Musulman bougnoul ou un noir persécuté qui se bat pour la fierté black. Black is beautiful, comme diraient les noirs américains. Voilà. Et écoutez, ça c'est que un épisode d'une affaire qui commence lentement mais sûrement à se développer. On avait eu Koulibaly, on a eu Harpon, on avait eu aussi un fou qui s'appelait Fofana. Il y a deux Fofana. Hein. Il y a le Fofana de l'affaire Halimi et du malheureux Halimi qui avait été, comme vous le savez, assassiné. Et il y a un autre Fofana qui, lui, avait tué une dame qui s'appelait, le hasard fait qu'elle s'appelait Madame Halimi, et qui l'avait assassinée, qui était un fou reconnu, un psychiatre par un collège de psychiatres. Hein. Le type est complètement zinzin. Mais on aura connu musulman, mais c'est pas convaincant. Comme on n'a pas pu leur mettre quelque chose de plus bougnoul, hein, parce que là pour le coup ils n'avaient pas de bonne femme rebeu, ils n'avaient pas de djellaba, ils n'avaient pas mangé de merguez, donc ça n'a pas marché. Hein. Mais voilà, bon, voyons la suite, hein, voyons où tout cela va nous conduire à l'avenir. La séquence à laquelle nous avons assisté a été exemplaire du confusionnisme, en partie volontaire et en partie non, qui règne en France depuis maintenant près de 3 décennies. Ce confusionnisme a pour ingrédients immigration, islam, terrorisme, banlieue, réfugiés, escroquerie à la sécurité sociale, délinquance, laïcité, identité, etc., etc., etc. Ce confusionnisme n'aurait aucune prise
ou en tout cas une prise plus modeste, si beaucoup de Nord-Africains ne venaient la valider par leur silence, ou pire encore, par leur approbation. C'est à une longue et intense guérilla idéologique qu'il va falloir se livrer pour contenir cette attaque massive qui se déploie contre nous. Mais surtout, il ne faut jamais perdre de vue que la guerre idéologique n'est jamais que la préparation à la guerre tout court. Comme le disait von Clausewitz dans une formule célèbre tirée de son livre fameux de la guerre, je cite, « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ».